Bonsoir à toutes et à tous. À l'entame de sa gouvernance, le nouveau Premier ministre a évoqué ses priorités ce mercredi. Parmi elles, l'organisation de la plus belle édition de la CAN ou encore l'entrée en phase active du métro d'Abidjan. Un nouveau gouvernement donc depuis hier avec l'arrivée de 4 nouveaux ministres. Qui sont-ils? Quelles sont leurs expériences et leurs compétences? Décryptage dans un instant. Et l'horreur, dans un lycée de Boaké, un élève a été poignardé par son camarade de classe. Si son pronostic vital n'est plus engagé, on s'interroge sur les circonstances de cette violence dans un établissement scolaire. 87, c'est le nombre de jours dont dispose le nouveau chef du gouvernement pour offrir à la Côte d'Ivoire la plus belle édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'occasion de son premier Conseil des ministres, Robert Begré-Mambé a dévoilé ses défis prioritaires et s'est engagé à traiter avec diligence les préoccupations des populations. Les précisions de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedo. C'est la salle des pas perdus du palais de la présidence qui a accueilli le tout premier Conseil des ministres du gouvernement Mambé, dont les ministres ont été nommés la veille. Une rencontre qui s'apparente à une prise de contact des membres du gouvernement avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Dès l'entame du Conseil, Robert Begré-Mambé a indiqué les chantiers prioritaires de l'action gouvernementale. Tenant compte des défis immédiats, notamment l'organisation de la plus belle édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue dans 87 jours, je voudrais prendre l'engagement de faire en sorte que toutes vos instructions relatives à cet événement, suivi mondialement, seront promptement et effectivement mises en œuvre. Les autres défis qui seront au cœur de l'action gouvernementale prennent en compte la poursuite de la mise en œuvre des réformes clés et des projets structurants. Ces défis concernent notamment 1. Le métro d'Abidjan qui doit entrer dans une phase plus active dès ce mois de novembre. 2. La poursuite de la mise en œuvre satisfaisante du programme économique et financier. 3. L'accélération des grands projets d'investissement avec notamment l'amélioration du taux de décaissement des projets financés par les partenaires techniques et financiers. 4. La problématique de la sécurité alimentaire. 5. Les grands équilibres sectoriels, notamment dans le secteur de l'eau et de l'électricité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a félicité le nouveau Premier ministre pour sa nomination, non sans avoir rendu hommage à Patrick Hachi, son prédécesseur, qui a abattu un travail remarquable, permettant une stabilité sociale et un progrès économique du pays. Le chef de l'État a donc invité la nouvelle équipe à travailler à la consolidation des acquis et à la poursuite des chantiers. Le nouveau gouvernement a pour mission de consolider les performances que notre pays a enregistrées au cours de ces dernières années en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique, de croissance économique et bien sûr d'amélioration non seulement des infrastructures, mais des acquis sociaux indéniables des Ivoiriens. Notre pays renforce également ses avancées démocratiques, comme l'atteste la tenue le 2-16 septembre dernier des élections locales et sénatoriales ouvertes, transparentes et démocratiques et apaisées. Les attentes des populations sont grandes dans le contexte de l'inflation générale. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé et son équipe ont pris la pleine mesure des tâches. Un nouveau gouvernement est donc en place depuis hier. S'il n'y a pas de grands changements, on note l'arrivée tout de même de 4 nouveaux ministres. Qui sont-ils et quels postes occupaient-ils auparavant? Les éléments de réponse dans ce sujet de Salif Yalekwe. De nouveaux visages dans le gouvernement ivoirien. Il s'agit de Jacques Assaoré Conan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, et Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique,
et de la digitalisation. Jacques Assaoré était auparavant le directeur général du Trésor public, un poste qu'il occupait depuis 2016. Au plan politique, ce militant du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a remporté les régionales dans le Béquet. Quant à Ibrahim Khalil Konaté, il occupe le poste de ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. L'ancien président du conseil d'administration de la SODEMI est l'actuel président du conseil régional du Hambol. Au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Kakou Adja Léon Adom, précédemment ministre délégué, en devient titulaire. Ce diplomate de carrière a été secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de la République de Turquie, avec résidence à Tel Aviv, et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de l'État d'Israël. Professeur Wotabuna Ouattara, précédemment secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, intègre aussi le gouvernement. Cet universitaire, qui avait remplacé Amontano à la tête de l'institution sous-régionale, devient le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Un autre diplomate intègre ce gouvernement. Hadji Silas Metch est le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, chargé des sports et du cadre de vie. Ce nouveau visage du gouvernement a été ambassadeur de la Côte d'Ivoire près de la République démocratique du Congo. Il aura la lourde charge, auprès du Premier ministre Robert Begré-Mambé, de superviser la Coupe d'Afrique des Nations, que la Côte d'Ivoire va abriter en janvier 2024. Et cet incident qui s'est produit dans un lycée à Boaké où un élève a été poignardé par son camarade de classe. Si la victime se rétablit et l'agresseur est en détention, les élèves et la famille du blessé s'interrogent sur les causes de cet acte de violence au sein d'un établissement scolaire. Les détails de Moussa Nikema. Les faits se déroulent au lycée Djibo Sounkalo de Boaké. Deux élèves, Dimitri et Antoine, qui après une dispute, en viennent aux mains. Selon les témoins, tous des camarades de classe, Antoine a sorti un couteau. Les cris d'interpellation et de frayeur des témoins ne l'ont pas empêché de l'enfoncer 5 fois dans le corps de Dimitri, qui baignait dans son sang. On a séparé, nous on pensait que tout était fini. Et puis il y a un banc qui s'est démonté. Dimitri a pris le banc pour limer sur la tête d'Antoine. Il s'est blessé. Donc on lui a dit, c'est bon, il faut te calmer. Dimitri lui a dit, c'est bon, il faut te calmer. Tu es blessé, il faut te calmer. On a séparé, il est sorti. Et puis Antoine a dit, prends le couteau dans son sac. Il a poursuivi Dimitri. Dimitri est tombé dans le gazon. Et puis il a poignardé 5 fois. 5 coups. Et puis il a pris la fuite. Dans son quartier, à Mgatakro, les parents de Dimitri sont encore sous le choc. Vraiment, moi, j'étais sous le choc. Voilà, parce que bon, on ne s'entendait pas à ça. Il est venu à la maison, il s'est douché et puis il est parti à l'école. Il dit non, il s'en a fait devoir, qu'il a devoir. Donc vraiment, nous, on ne s'attendait même pas à ce genre de nouvelles. Pour nous, il a piqué une crise ou quelque chose comme ça, mais on ne s'attendait pas à ce drame-là. On ne s'attendait pas à ça. Vraiment, ce n'est pas agréable. C'est Dieu même qui nous a sauvés de cette situation-là. Tous deux en classe de terminale, Dimitri et Antoine sont, selon leurs amis, des élèves réguliers et studieux. L'agresseur est entre les mains de la police, pendant que la victime, elle, a été conduite au CHU de Boaké. L'agression à l'arme blanche pose la question de la sécurité dans les lycées et collèges où des élèves voyous représentent des dangers permanents. C'est un cauchemar pour les transporteurs. L'axe San Pedro-Soubré, au fil des ans, cette voie longue de plusieurs kilomètres s'est dégradée, laissant la place à de grandes crevasses. Une situation qui préoccupe fortement les usagers, lesquels interpellent les autorités ivoiriennes. Issa Koné. Il faut plus de 5 heures du temps pour parcourir seulement une centaine de kilomètres. Nous sommes sur la nationale qui relie Soubré à San Pedro, deuxième poumon de l'économie ivoirienne. Depuis quelque temps, le bitume a fait place aux crevasses et nids de poules. Les répercussions sont bien visibles sur les véhicules, à l'image de ces mastodontes qui ploient sous le poids des chargements. Les routiers, eux, n'ont pour l'instant d'autre choix que de se plier aux caprices de la voie. Pour passer ici, c'est compliqué. Avec les bandits qui nous fatiguent aussi, souvent ils arrivent qu'ils ouvrent les corps pour faire descendre les barrages des gens.
Donc tout cela, vraiment, ça nous fatigue. Ça gâte les véhicules et puis ça nous fatigue les chauffeurs. Tu finis au lieu de te fatiguer et puis ça fait des accidents, bon, vraiment. Honnêtement, l'état de la route, si on doit donner une note, c'est 4 sur 10, quoi. Et vraiment, ce serait bien que l'État fasse quelque chose pour améliorer cette route-là, parce que c'est assez dangereux, tous ces nids de poules, tout ça, surtout avec les événements qui arrivent, comme les événements sportifs. Ce serait bien que l'État y pense. Les producteurs de cacao et coopératives ne sont pas du tout exemptés. À longueur de journée, nos remorques tombent. Il y a des voleurs sur la route là, ils montent sur les remorques pour déchirer les bâches de cacao, pour descendre nos cacao. Donc on a beaucoup de manquants. Ça aussi c'est un problème encore. Vu que la campagne vient de commencer, on a vraiment des difficultés pour évacuer le cacao jusqu'à San Pedro. Même la semaine dernière, on a été victime. On a chargé une remorque qui partait au port et la remorque s'est renversée au niveau de Bilao. Donc c'est vraiment un cri de cœur que nous lançons au gouvernement pour qu'il se penche sur la voie, l'axe Soubré-San Pedro. Sur le terrain, le collectif des chauffeurs professionnels et routiers se mobilise pour sensibiliser les conducteurs à respecter les codes de la route, notamment limiter les vitesses. Les chauffeurs de bennes, on dit vous roulez trop sur cette route. Même dans les villages ou les villes, il n'y a pas de réduction de vitesse. Allons-y doucement. Ce que nous déplorons aujourd'hui, les routiers ne savent plus faire allusion entre le code de la route et traverser un village. Je ne sais pas comment ça se passe. Quand ils les voient traverser, ça fait mal à la tête. Si nous prenons notre part de responsabilité, nous allons sauver la vie des usagers. Cette zone fait partie des principales zones productrices de cacao en Côte d'Ivoire. Au-delà de ces situations géographiques, ce sont chaque jour des centaines de véhicules provenant du Mali et du Burkina Faso en direction du port autonome de San Pedro. Et KDS réagit à la vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant un homme blessé dans les locaux de l'entreprise. Elle dit être victime d'un complot organisé par un groupe de souscripteurs. Bénédicte Silué, Chèque Bleu. Dans la nuit du 12 octobre, une vidéo montrant un homme qui aurait été blessé après un tir de sommation d'un agent de police au sein de la société KDS a fait le tour de la toile. Suite à cet incident, l'entreprise a tenu à apporter des clarifications. Pour le PDG, KDS est victime d'un complot d'un groupe de souscripteurs. Nous avons reçu la visite des individus non identifiés, dont il ignore encore l'identité, qui se sont en pris aux agents de sécurité, en particulier aux policiers qui avaient été déployés là à cause du nombre des souscripteurs dans l'optique d'apporter l'ordre public. L'un de ces agents, après qu'il ait ouvert le portail a été pris d'assaut par des individus non identifiés qui l'ont criblé de coups. S'étant débattu, ce dernier a reculé dans le garage. C'est ainsi que, vu que l'un de ces individus était déterminé à en découdre avec lui, voire même lui arracher son arme, le policier a enlevé son arme et il a fait 3 tirs de sommation à terre, dans l'optique de dissuader les agresseurs qui étaient déterminés à atteindre leur objectif. Et comme cela était à dessein, ces derniers ont demandé que cela soit filmé et soit relayé sur les réseaux sociaux dans l'optique de montrer à l'opinion nationale que la société KDS, ne voulant pas les payer, a décidé de tirer sur eux. Parce que l'intention inavouée était de salir la société. Chose ici que nous démentons. Le PDG de la société rassure ses partenaires quant à la continuité de l'entreprise. Il se dit ouvert à toutes les discussions et réitère sa volonté de continuer les paiements des souscripteurs. Nous sommes dans une logique de continuer les paiements conformément à la planification financière que nous avons mise en place, qui a pour objectif de nous sortir de la crise que les résiliations en masse ont créée. L'entreprise KDS dit poursuivre les remboursements alors que depuis plusieurs mois,
certains souscripteurs grognent à travers des sit-ins, les réseaux sociaux et d'autres médias contre l'interruption brutale des paiements. Après des travaux l'année dernière pour évaluer les actions de la Banque islamique de développement en Côte d'Ivoire, une réunion s'est tenue hier pour présenter les résultats de ce rapport, comme nous le rapporte Nadja Eja et Zécré Joseph. Sur la période 2012-2021, ce sont 2,10 milliards de dollars, soit environ 1300 milliards de francs CFA, qu'a consenti le groupe de la Banque islamique de développement pour la croissance du pays. Ce financement a été investi dans 56 opérations, dont 44 projets, pour 6 secteurs d'activité principaux, que sont l'agriculture, l'éducation, la finance, la santé et le social, le transport et l'eau, l'assainissement et les services urbains. Des données issues de l'évaluation pays entrepris par la BID. Cet exercice constitue la charnière qui relie notre riche histoire passée à nos ambitions futures, en connectant nos engagements de longue date envers la Côte d'Ivoire à notre vision pour demain. Je tiens à vous rappeler que cette coopération fructueuse a débuté déjà en 2002 et qui n'a cessé de se renforcer au fil des années, avec des financements cumulatifs approuvés totalisant 2 438 milliards de dollars. Les interventions de la banque ont amélioré la qualité de la couverture du réseau routier, amélioré l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement, augmenté la production de riz et la sécurité alimentaire, soutenu l'éducation et la formation des jeunes. Des résultats significatifs qui peuvent encore être améliorés selon les représentants de la BID. Du côté de la Côte d'Ivoire, on se réjouit de l'appui apporté au plan national de développement. Les contributions de la BID au titre de la mise en œuvre des plans nationaux de développement n'ont cessé d'évoluer en qualité et en quantité depuis 2012 pour s'établir à un objectif de 2,11 milliards de dollars américains pour le financement du PND 2021-2025. À ce jour, près de 700 millions de dollars ont déjà été approuvés au titre de cet engagement. La réalisation de l'autoroute du Nord, tronçon Yamoussoukro-Tiebissou, l'université de Bondoukou, l'aménagement de la baie de Cocody sont sur la liste des nombreux projets dans lesquels s'est engagée la Banque islamique de développement. Les différentes parties se sont engagées à mettre en œuvre les recommandations de cette évaluation pays. Et un mot de sport avec les 2 matchs amicaux de la Côte d'Ivoire qui se sont soldés par 2 matchs nuls. Que pensent les analystes sportifs de la performance des éléphants à 2 mois de la CAN? Comment envisage-t-il aussi l'avenir du groupe? Les éléments de réponse de Mardoché Kwasi et Cheikh Bleu. Arnold Dakouri, journaliste sportif, anime une émission de décryptage de l'actualité sportive sur une radio de la place. Au menu des échanges avec ses invités ce mercredi, l'analyse de la prestation des éléphants contre l'Afrique du Sud, mais aussi le bilan du regroupement des éléphants de Côte d'Ivoire lors de cette fenêtre FIFA du mois d'octobre. On sent que le 11 entrant de la CAN est en train de venir. Aussi, on a un milieu de terrain qui a montré beaucoup de solidité, beaucoup d'agressivité, surtout lors du match face au Maroc. On a une charnière défensive aussi qui rassure, avec un gardien de but qui a un bel avenir devant lui. Et puis on a un attaquant très intelligent à la pointe de notre attaque, en la personne de Sébastien Haller. Il faut multiplier les matchs pour créer des automatismes entre les garçons, afin qu'ils puissent se retrouver même les yeux fermés. Chercher aussi les bonnes combinaisons pour accompagner Sébastien Haller, pour qu'il soit mis dans les meilleures conditions. L'équipe nationale avait besoin de ces 2 matchs pour continuer à peaufiner les derniers réglages avant sa CAN à domicile. Et le moins qu'on puisse dire, selon les experts, c'est qu'il y a eu du progrès. L'équipe continue quand même à avoir certaines difficultés défensives, mais en gros, on va dire qu'on a eu un regroupement positif parce que déjà, en termes de système de jeu, Jean-Luc Gasset semble définitivement avoir opté pour le 4-3-3. C'est un système de jeu que je trouve aussi idéal pour les éléphants, avec les forces en présence. De ce regroupement, on sort davantage rassuré quand même, parce qu'on est très loin de ce qui nous avait été donné de voir, notamment en juin lors des éliminatoires de la CAN. On a vu beaucoup de complémentarité, mais on n'a pas senti trop de liens en attaque. Il y a des matchs qui arrivent encore avant la CAN. Il a le temps de régler beaucoup de choses. Donc, je ne suis pas inquiet. Les supporters, eux, semblent divisés sur la question. Si certains sont rassurés par ce qu'ils ont vu, d'autres, par contre, trouvent des motifs d'inquiétude. La Côte d'Ivoire, sincèrement, les 2 matchs qu'on a vus là,
Ils ne sont pas encore prêts. Il y a quelques retouches à faire. À mon avis, il n'y a pas de finition. Le milieu il est bon, la défense est tranquille. Tous nos derniers matchs qu'on a joués là, soit on a mené, soit c'était un match nul, mais hier on a été mené et puis on a pu revenir dans le match. Ça, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Arrivé à la tête des éléphants le 20 mai 2022, le sélectionneur Jean-Louis Gasset semble être sur le bon chemin pour trouver enfin son équipe type. Le technicien français sait désormais ce qu'il lui reste à faire pour être prêt pour la prochaine CAN. Il y a des secteurs où on est très bien, il y en a d'autres, il faut le rôder encore pour être prêt le 13 janvier. Donc tout notre travail va être dans la qualité des centres et dans l'efficacité dans le dernier geste. Les prochaines échéances pour l'équipe nationale de football se situent au mois de novembre prochain, avec le début des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, avant la CAN 2023, prévue en janvier et février prochain, en terre ivoirienne. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche dans NCI Reportage. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.